Bien, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle journée de l'économie de l'officine. Merci d'être venus toujours aussi nombreux. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très sensibles, très attachés à ce rituel de rentrée que nous avons pu maintenir sans interruption tout au long de ces années, malgré contre vents et marées et malgré la vague pandémique qui nous a submergés en 2020 et en 2021. À cet égard, je voudrais vous rassurer, j'ai la voix un petit peu cassée. J'ai un gros rhume, mais rassurez-vous, je suis vacciné, je me suis fait tester hier, ce n'est pas le Covid. Donc je ne vous contaminerai pas. La journée de l'économie, elle permet à la fois de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi, c'est très important, de préparer et d'anticiper l'avenir. C'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de se retrouver et de prendre le pouls d'une profession qui se pose beaucoup de questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, si vous le voulez bien, tout d'abord saluer et remercier nos partenaires, Viatris et OCP, et vous dire quelques mots de notre propre actualité. Et d'abord, la place de la presse professionnelle, de la presse pharmaceutique, dans les habitudes de lecture des pharmaciens. Il y a une étude qui a été publiée en novembre 2021, donc il n'y a pas très longtemps, il y a un an, un peu moins d'un an, une étude de l'Institut de sondage BVA qui nous indique que 99%, je dis bien 99% des pharmaciens lisent la presse pharmaceutique. C'est énorme. Alors bien sûr, plus ou moins régulièrement, les 2/3 régulièrement et 1/3 occasionnellement. Et, autre chiffre intéressant, les pharmaciens consacrent 3 heures par semaine à la lecture de l'information professionnelle. Sur un plan qualitatif, la presse professionnelle est considérée par les pharmaciens comme étant fiable, crédible, experte, formatrice et complète. Et parmi les titres de la presse pharma, le quotidien du pharmacien apparaît comme étant le plus lu. Cette étude nous a à la fois fait plaisir, bien sûr, et conforté dans notre engagement au service d'une information rigoureuse, de qualité, dans une démarche exigeante, avec cette capacité de répondre aux besoins exprimés par les lecteurs. Donc on aurait pu se contenter de ces résultats et de se reposer sur nos lauriers, mais en réalité, on a compris la nécessité à travers cette enquête d'évoluer, et notamment les habitudes de lecture changeant, allant de plus en plus du papier vers le digital. Ce qui nous a conduit à faire notre mue pour ce qu'on appelle en jargon journalistique le print, c'est-à-dire le journal papier. Nous sommes passés à une parution hebdomadaire qui correspond mieux aux habitudes de lecture des pharmaciens concernant la presse papier, avec davantage de recul dans le traitement de l'information, un rubricage modifié. Je voudrais citer également la nouvelle rubrique sur les nouveaux médicaments qui paraît dans le journal papier, en partenariat avec Vidal et sous la responsabilité de notre rédacteur en chef Didier Doucan. Cette rubrique nouveaux médicaments, on la retrouve également sur le web, sous la forme d'une newsletter, et bien entendu, le quotidien du pharmacien trouve sa vocation de quotidien sur le digital, à travers une véritable newsletter quotidienne, plus complète, et des newsletters thématiques, l'actualité des groupements, un service juridique gratuit, la loi et vous, une newsletter hebdomadaire sur les nouveautés en matière de médicaments, on l'a vu là aussi avec Vidal, et le samedi, un peu de détente avec une newsletter culture et loisirs. Et je voudrais également citer une nouvelle rubrique sur le web qui s'appelle Pharmagestion, qui est un outil sous forme d'interview avec des experts qui parlent qui répondent à toutes les questions qui se posent dans la gestion d'une officine au quotidien. Voilà, donc le quotidien du pharmacien change et la journée de l'économie de l'officine change également. Vous l'avez vu, la salle est un petit peu différente de celle des autres années. Vous l'avez constaté, la disposition un peu en arc de cercle, avec plus de tribunes, mais une plus grande proximité entre les intervenants et les participants à cette journée, pour faciliter l'interaction et les échanges et la participation de chacun d'entre vous au débat, comme une sorte de forum des responsables de la pharmacie. Et vous aurez la possibilité d'intervenir, non pas à la fin de chaque session comme les autres années, mais après chaque intervention de nos intervenants.
Encore un mot sur les réseaux sociaux, puisque nous serons présents toute la matinée relayés sur les réseaux sociaux avec Coralie, notre communauté manager. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. On va passer maintenant dans le vif du sujet avec, comme d'habitude, les résultats économiques et financiers des officines françaises. On l'a dit et on va le redire tout au long de la matinée, l'année écoulée a été atypique, exceptionnelle, hors norme, vous choisissez l'expression qui vous convient. Et je remercie nos amis experts comptables pour le travail de compilation et d'analyse des statistiques qu'ils ont menées conjointement pour nous aider à mieux comprendre ces résultats et mieux préparer, mieux anticiper l'avenir. Merci à Philippe Becker, consultant pour le département pharmacie de Fiducial, Joël Lecoeur, président de CGP, et un petit nouveau cette année, Emmanuel Leroy, responsable national du réseau professions de santé chez KPMG. Mais avant de vous passer la parole, je voudrais vous lire une petite citation extraite de l'entretien qu'Agnès Firmin-Lebaudot a accordé au quotidien du pharmacien. Vous savez qu'Agnès Firmin-Lebaudot est la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, chargée de l'organisation territoriale et des professionnels de santé et des professions de santé. Et donc, à la question qui lui a été posée par Marie Bonte sur l'économie de la pharmacie, elle a fait cette réponse que je trouve intéressante de citer en introduction de cette matinée. Je cite: « L'économie de l'officine est fragile depuis des années et l'est toujours aujourd'hui. En aucun cas, je défendrai l'idée que le travail effectué pendant la crise sanitaire doit être considéré comme quelque chose de pérenne. Il s'agit d'une situation particulière. Les résultats de l'officine ne sont pas ceux des dernières années. L'économie de l'officine, c'est celle de 2019 ou celle de 2020-2021, à laquelle on retranchera les tâches effectuées dans le cadre de la gestion de l'épidémie. » Et elle ajoute: « Les pharmaciens ont apporté leur pierre à l'édifice, ce qui a permis à certaines officines en difficulté en 2019 de bénéficier d'un petit bol d'air, mais cela ne représente qu'un bol d'air. » Voilà la déclaration d'Agnès Firmin-Lebaudot qui prend un certain relief à l'approche, je me tourne vers Philippe Besset et M. Variot, un certain relief à l'approche des débats qu'il va y avoir autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Voilà, pour démarrer cette session, et en les remerciant encore, nos amis experts comptables, je vais donner la parole à Philippe Becker, qui va d'abord nous expliquer rapidement la méthodologie de cette présentation, avant d'aborder la première partie, qui porte sur l'évolution du chiffre d'affaires. Philippe, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Jacques. Comme le veut la tradition, et très rapidement, je vous présente la méthodologie que nous avons mis en place tous les trois. Donc, vous avez un panel de 3016 officines dans cette étude, des officines qui sont métropolitaines et dom-tom, bien sûr. Ça représente donc, grosso modo, si on considère qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 000 officines en France, une pharmacie sur 8, suivant donc ces derniers chiffres qui ont été publiés par l'Ordre des pharmaciens. Donc nous avons également à vous préciser que sur les dates de clôture que nous avons sur cette année une petite partie de 2020, puisque CGP a fait ses statistiques un petit peu plus tôt que Fiducial et KPMG. Donc il y a des petits morceaux de 2020. Et bien évidemment, on va aller sur le dernier, toutes les typologies, que ce soit en termes de chiffre d'affaires et de localisation, sont étudiées sur ces statistiques. Et bon, nous le faisons avec nos moyens les uns et les autres, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de recoupement puisque aucun client ne peut être à la fois CGP et KPMG. Et Fiducial, bien évidemment. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on travaille sur 3 populations qui sont les nôtres et vous allez voir que nous, on a des résultats, je ne veux pas trop dévoiler, mais on va quand même vous le montrer rapidement, on a des résultats qui sont assez cohérents. Jacques, voilà, j'ai parlé de la méthodologie. Très bien. Eh bien, écoute, maintenant, vas-y, tu peux commencer le chiffre d'affaires. Oui, alors la question, c'est... donc dans cette population, voilà les chiffres d'affaires moyens. Donc on a trois typologies, comme vous le voyez, mesdames et messieurs. Donc on a chez Fiducial, donc c'est le vert clair. Enfin, moi, je le vois vert, je suis un petit peu daltonien. Le vert clair, c'est Fiducial. Le bleu plus clair, c'est CGP. Et le plus foncé, KPMG. Donc on a 3 typologies. On est entre 1,7 million, 1,8 million et 2 millions. Donc voilà le chiffre d'affaires moyen que l'on a sur nos statistiques. Alors évidemment,
La variation de chiffre d'affaires, c'est ce que vous souhaitiez connaître. Là, c'est là où je pense qu'il y a une véritable cohérence, puisque, comme vous pouvez le voir, on arrive à des chiffres qui les années précédentes, étaient eux-mêmes très très cohérents, et c'est tant mieux. Et donc, on a une progression de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 6 à 7% sur l'année 2021 comparée à l'année 2020. Étant précisé qu'on a des petits morceaux de 2020, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut considérer, et je laisserai mes confrères le confirmer, la question qui se pose, c'est quel est l'impact de l'activité liée à la crise sanitaire sur 2021 ? Bon, quand on regarde les années précédentes, et je suis très content que le secrétaire d'État à la Santé ait fait ce commentaire dans les colonnes du quotidien, c'est qu'effectivement, on a un effet complètement exceptionnel, et on peut considérer que plus de la moitié, selon moi, de cette croissance d'activité est liée à la crise sanitaire, et c'est assez cohérent sur les trois graphes. Alors justement, Philippe, je t'interromps parce que Marie Bonte, donc notre rédactrice en chef adjointe, qui connaît bien, qui suit de très près les questions économiques, a une question à te poser. Justement, Monsieur Becker, vous venez d'évoquer justement l'impact des missions Covid sur la croissance de l'activité en 2021. Quelles en seront les répercussions sur l'exploitation et sur la structure financière de l'entreprise ? Alors, toute augmentation de chiffre d'affaires à charge égale, c'est quasiment de la marge et du bénéfice. Donc, la croissance de l'activité sur 2021 a été indiscutablement bénéfique. J'avais des doutes et je me suis trompé parce que j'avais une crainte, et je l'avais même écrit dans les colonnes du quotidien, j'avais une crainte par rapport à l'organisation, c'est-à-dire que je me suis dit, quand j'ai vu les tests Covid et qu'il fallait embaucher, je me dis combien de tests Covid on fait par heure. Alors j'avais fait des petits calculs avec des clients, on m'avait dit peut-être 6 tests Covid, je crois puis je me suis planté, je suis clair, c'était une opération tout à fait intéressante, ça a été très compliqué, ça a été une désorganisation au départ, mais il faut quand même reconnaître que ça a bien fonctionné. On n'a pas, il faut le préciser également, dans ces chiffres-là, l'effet de la grande vague de la fin de l'année 2021, c'est-à-dire qu'on a un petit peu décembre, mais on n'a pas janvier-février qui a été exceptionnel en pharmacie, puisqu'on avait des queues dans la rue pour pouvoir faire les tests antigéniques. Alors moi, je ferai une remarque par rapport à ça. Il faut quand même regarder deux choses. Cette augmentation du chiffre d'affaires, elle est pas naturelle. Vous l'avez tous compris. Elle est liée à du réglementaire. Le pass sanitaire, pas de pass sanitaire, fallait faire un test pour rentrer dans les restaurants, etc. Pour voyager, il fallait faire un test. De la vaccination qui était non pas obligatoire, mais qui avait une pression psychologique très forte. Donc il n'y a rien de naturel dans cette croissance. Ce n'est pas une croissance qui est vous supprimez le réglementaire et vous supprimez la pression psychologique. On n'a pas les mêmes chiffres. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut avoir aussi, deuxième remarque, il faut avoir dans l'idée qu'on peut se réjouir de cette augmentation de chiffre d'affaires. En regardant les choses, elle n'est pas très loin du taux d'inflation aujourd'hui. Le taux d'inflation qui est autour entre 5 et 6%. Donc, il faut être quand même aussi conscient qu'en même temps, alors que le chiffre d'affaires a beaucoup progressé, tant mieux, les charges d'exploitation, on en parlera tout à l'heure, ça fera sûrement l'objet de questions, ont également très progressé. Et si on observe le chiffre d'affaires en fonction des taux de TVA, on a vu le 2,1 plutôt régressé. Est-ce que ça veut dire que corrélativement, proportionnellement, le 5,5 et le 10% ont progressé ? Alors, on est sur le 2,1 sur un palier, je pense qu'on a atteint. On peut peut-être le voir un petit peu plus loin, si tu veux bien, Joël.
Voilà, on est sur un palier. Par contre, effectivement, on le voit finalement quand on regarde ces trois courbes qui sont relativement, je veux dire, parallèles, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bon, il n'y a plus d'effet majeur sur le 2.1, sur le médicament remboursable. Étant précisé qu'il y a eu des années en 2020 où il y a eu le confinement, où les cabinets médicaux étaient fermés. Au-delà de ça, si on va sur le slide suivant, sur le 5.5, on constate que le 5.5, ça a été boosté par tous les gestes barrières, les gels, etc., les masques. Le 2.10 reste relativement stable. Donc il n'y a pas énormément de variations. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire très très attention cette année à toutes les exégèses qu'on peut faire autour des taux de TVA, parce qu'il y a eu tellement de perturbations sur 2021 que là, on a quand même un peu secoué le fond du récipient, et je ne suis pas persuadé qu'on soit extrêmement pertinent dans nos commentaires. Excusez-moi. Oui, une petite question. Près d'un quart des pharmaciens n'ont pas une évolution positive, on le voit dans les statistiques. Et est-ce que tu peux préciser, est-ce qu'on a une idée de leur typologie ? Oui, alors on retrouve toujours dans ce quart. Donc là, c'est très cohérent. Hein. Vous voyez, on a les trois quarts pour nos trois cabinets, à peu près les trois quarts, pour pas dire un peu plus, de nos clients qui ont été en progression. Et la progression, elle est supérieure à ce que on vous a présenté. La progression pour ceux qui progressent, elle est de l'ordre de 9, voire 10, voire plus que 10%. Évidemment, la moyenne fait qu'on prend en compte ceux qui ont baissé, et ont eu parfois des baisses qui sont supérieures à 3 ou 4%. Bon, on trouve cette typologie habituelle. On trouve dans ces pharmacies qui sont passées à côté en fait de l'intérêt de la crise sanitaire, si on peut dire ça. On trouve des officines de petite taille, on trouve des officines qui sont mal situées par manque de prescripteurs, et aussi des officines qui n'ont pas pu faire les tests Covid parce que trop petites et pas de personnel. Hein, il faut bien comprendre qu'il y a quand même un certain nombre d'officines où vous avez le pharmacien, un préparateur, dans le meilleur des cas. Donc évidemment, le test Covid ne pouvait pas se faire dans les conditions habituelles. Ça a été quand même un bonus pour les officines très organisées qui ont pu s'installer des barnums à l'extérieur. Mais à contrario, dans un premier temps, on avait vu que les grosses pharmacies dans les zones, dans les centres commerciaux, avaient un petit peu souffert par rapport aux officines de proximité pendant le confinement. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, alors, mais on ne le retrouve pas dans ces chiffres. En fait, il y a eu un effet très négatif pendant le confinement pour ces officines-là. C'est quelques officines, hein, c'est peu d'officines, et qui ont effectivement quasiment pas perdu leur chiffre d'affaires. Mais faut faire attention, sur ces très grosses officines, on parle d'une population qui est en termes de nombre assez faible. Et bon, après, une fois que les confinements sont passés, elles ont repris leur activité. Donc on n'a pas véritablement aujourd'hui, dans la catégorie négative, c'est cette typologie d'officine sur 2021. Là, ça, je crois qu'on peut le dire. Marie Bond veut poser une question. Vous disiez, les petites officines sont à la peine. C'est-à-dire qu'à l'avenir, une pharmacie standard sera une pharmacie de chiffre d'affaires de 2 millions, par exemple ? On y va tranquillement. Vous avez vu les chiffres, on n'est pas loin des 2 millions déjà. Alors il faut quand même pas négliger un autre phénomène, parce que on peut évidemment faire un constat très positif sur la croissance du chiffre d'affaires. Il faut partir aussi de l'idée que vous avez, c'est les stats qui ont été publiés par l'Ordre des pharmaciens au mois de juillet, vous avez eu 220 pharmacies qui ont fermé l'année dernière. Et je voudrais revenir là-dessus parce que c'est quand même assez, pour moi, assez inquiétant. 1740 pharmacies, je cite toujours l'Ordre des pharmaciens, ont disparu en 10 ans, soit 8% de la population des pharmacies françaises. Et j'ai fait un calcul, donc ça représente chaque année à peu près 1%, pas loin de 1% des pharmacies qui étiennent leur croix verte. C'est publié par l'Ordre essentiellement des fermetures contraintes, c'est-à-dire absence de repreneurs, ou cession destruction, ce qu'on appelle cession destruction. On a la chance de trouver le voisin d'à côté qui rachète la clientèle, un peu de regroupement mais très peu, à peine un quart. Et je voulais simplement vous dire que dans ces chiffres que vous produisons chaque année d'ailleurs, hein, c'est valable pour 2021 mais c'est aussi valable pour 2020 et les années précédentes, il y a une incidence d'augmentation mécanique du chiffre d'affaires, parce que bien évidemment vous l'avez tous compris, c'est pas parce qu'une pharmacie ferme que les patients sont plus malades, ça se reporte sur les autres pharmacies. Et cette incidence, je l'ai calculée puisque cette année l'Ordre a donné un détail assez précis sur
sur la taille des officines qui fermaient. On n'a pas d'ailleurs forcément que des petites officines. C'est assez surprenant, mais je pense que ça a étudié. C'est de l'ordre de 0,7 à 0,8% de croissance positive qui rentre dans ce chiffre-là. Donc quand on présentait sur les années précédentes des croissances de 2 à 3%, eh bien, vous voyez, là-dedans, vous avez la répartition de toutes les officines qui ont fermé. Ces 1740 officines qui ont fermé depuis 10 ans, eh bien, elles accroissent le chiffre d'affaires des autres. Donc effectivement, mécaniquement, déjà, on va vers les 2 millions. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Si on revient un petit peu sur la structure du chiffre d'affaires, on sait que, depuis quelques années déjà, on sait que les médicaments chers jouent un rôle croissant. Quelle est votre analyse sur les 5 dernières années concernant la part des médicaments chers? Alors, je veux bien répondre à la question. Déjà, il faut s'entendre sur ce qu'est un médicament cher. Donc, au sein de CGP, on considère qu'un médicament cher est un médicament dont le prix fabricant hors taxe est supérieur à 150 €. 150 €, ce sont les 2 dernières tranches de MDL. Vous avez l'avant-dernière tranche, les médicaments entre 150 et 1930 € hors taxe, et puis la dernière tranche pour les médicaments de plus de 1930 €. Ces médicaments chers, aujourd'hui, représentent 23% du chiffre d'affaires global de l'officine, toute activité confondue. J'incorpore le 2,10, le 5,5, le 10 et le 20, ensemble des chiffres d'affaires, et représente 32% du seul chiffre d'affaires du médicament remboursable à 2,10. Donc on voit que les médicaments chers, c'est 32% de l'activité réglementée sur le médicament. Alors, le phénomène s'accélère. On a vu une accélération à partir du mois de septembre 2021, puisque les médicaments chers, je les suis tous les mois. On pensait que c'était on va dire, un rattrapage de ce qui ne s'était pas passé pendant le Covid, et on s'aperçoit finalement que les médicaments chers s'accélèrent, et surtout ils s'accélèrent encore en 2022, puisque sur les 6 premiers mois 2022, on est à 38%. Donc on est passé de 32 en 2021 à 38% en 2022, 6 points par rapport à 32, c'est une évolution de 20%. Donc on voit effectivement une évolution des médicaments chers. Alors finalement c'est peu d'unités, vendues, puisque je crois que la prescription hospitalière est très faible en officine. C'est peu d'unités, mais effectivement, ça contribue à l'évolution assez significative des chiffres d'affaires aussi. Et des marges. Et les marges, mais les marges, on en parlera tout à l'heure des marges. On est sur le chiffre d'affaires. Philippe, est-ce que tu avais fini concernant le chiffre d'affaires ou on peut passer à la marge? Bon, bah parfait. Est-ce que vous avez des questions? Non, je crois qu'on a répondu à peu près aux questions. Donc, on va passer à la marge avec Emmanuel Leroy de KPMG. Alors, d'abord, est-ce que, Emmanuel Leroy, vous pouvez nous rappeler quelle est la différence entre la marge commerciale et la marge globale, et nous indiquer quel est le montant en valeur absolue de la croissance de la marge brute? Et selon vous, comment va évoluer le taux de marge brute en 2022 et en 2023? Oui, alors avant tout, merci de m'accueillir déjà. Ça fait plaisir l'année de ces 50 ans d'être le petit nouveau. Merci Jacques. Alors avec Joël et Philippe, on intervient tous les trois en fac de pharmacie, et c'est souvent la chose un peu compliquée à expliquer aux étudiants, la différence entre la marge commerciale et la marge brute globale. La marge brute globale qu'on appelle nous aussi l'ensemble de la rémunération officinale. La marge commerciale, c'est simple à comprendre, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un produit. Voilà, c'est très simple. La marge brute globale intègre à la marge commerciale l'ensemble de la rémunération officinale, les honoraires de dispensation, les honoraires qui sont liés aux ordonnances complexes, les prestations de services, les entretiens avec rentrent par exemple dans la marge brute globale. Nous avons aussi les coopérations commerciales, alors qui sont extrêmement réglementées sur la partie médicaments, mais qui peuvent être importantes sur l'OTC et sur la parapharmacie. Et puis toutes les nouvelles rémunérations, et on pense notamment au ROSP, qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui sont intégrées dans la marge brute globale. Et quand on parle de marge dans nos moyennes professionnelles, on parle bien entendu de la marge brute globale, donc l'ensemble de la rémunération officinale. Alors, sur l'évolution de la marge brute en valeur, on a des montants qui sont un peu différents entre nos 3 cabinets, mais en même temps, on a une officine moyenne avec une taille un peu différente. Donc finalement, au global, on va avoir un taux de marge qui sera assez commun. Et si on prend, par exemple, KPMG, qui est entre CGP et Fiducial en termes de taille d'officine, on est sur un volume global de 641 000 €
sur les exercices 2021 quand on était à 581 000 € sur les exercices 2020. Donc vous voyez une augmentation de la rémunération officinale de 60 000 € sur l'exercice, ça représente 50 000 € par mois quand même. Donc un montant assez significatif, et on verra d'ailleurs dans l'évolution de la marge en volume que la progression est importante. Alors ça c'est un graphique qui peut faire bondir, puisqu'on a une évolution de quasiment partout, plus de 10% de la marge brute dans les officines. Mais dans cette évolution importante, on a toutes les nouvelles missions qui sont liées au Covid, bien sûr. Alors si on fait un retraitement, parce que ça peut être intéressant de faire ce retraitement, si on retire... Alors la marge, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est marge sur chiffre d'affaires, ça nous donne un taux de marge. Voilà. Si on retire le chiffre d'affaires lié aux nouvelles missions et la marge liée à ces missions au Covid, on a quand même, on le constate, et c'est ce qu'on a vu chez nos clients, nous chez KPMG, une évolution de la marge de 4%. Malgré tout, sur l'année 2021. Retraité des activités liées au Covid. Hors Covid, on est quand même à 4%. Donc quand même une évolution qui est supérieure aux 2,5% de l'année 2019, par exemple. Donc une année mais en dessous de l'inflation, comme l'a fait remarquer Philippe Becker. Est-ce que l'inflation était si importante que ça en 2021 ? Un peu moins, oui. On en reparlera sur les chiffres 2022 où effectivement là on a un impact inflation important. En 2021, on ne parlait pas encore beaucoup d'inflation. On était dans le Covid, on n'était pas dans la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut rapporter ces chiffres à la fréquentation des officines? Parce que vous retranchez le Covid, mais la fréquentation elle-même, elle a mécaniquement augmenté. Et ça peut expliquer ces 4%. Exactement. En soi. Exactement. De ce qu'on peut observer sur effectivement les tags et puis la vaccination Covid, enfin la partie Covid, grosso modo, l'activité Covid représente les 2/3 de l'évolution de l'activité en termes de chiffre d'affaires, enfin l'1/3 de l'activité en termes de chiffre d'affaires, et je rejoins un petit peu les mêmes statistiques, les 2/3 de l'évolution de la marge, pour faire simple. Donc on voit quand même une progression de la marge qui est supérieure à celle des années précédentes, c'est un fait. Alors le taux de marge, moi ce que je dis à mes pharmaciens, c'est que ce n'est pas le taux de marge qui est important, c'est le volume de marge. On a parlé du volume de marge, on a vu qu'il y avait une augmentation du volume de marge. Finalement, le taux de marge sur les 5 dernières années est assez linéaire, on est aux alentours de 32%, que ce soit sur les officines qui sont accompagnées par Fiducial, CGP ou KPMG, c'est assez linéaire. On a un taux de marge qui est de 32%, si on peut avancer sur le... Est-ce qu'il y a réellement une différenciation du taux de marge en fonction du positionnement de l'officine? Est-ce qu'une officine rurale a un taux de marge supérieur à une officine de centre commercial où on pourrait imaginer que la concurrence est plus importante? Et bien finalement, on voit qu'il y a très peu de différence, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, mais il y a très peu de différence entre les officines de zone rurale, les officines de gros bourgs qui sont analysées particulièrement par CGP, les centres commerciaux, alors qu'ils sont les gros centres commerciaux régionaux, et les zones urbaines. Il y a surtout eu un rattrapage, notamment pour les pharmacies rurales et les pharmacies axées sur le médicament, avec la mise en place des honoraires qui a contribué au relèvement de la marge de ce type d'officine. Et donc, ils ont rattrapé le niveau de marge des centres commerciaux où la part de médicaments est beaucoup plus faible. Oui, il y a une similitude des chiffres assez étonnante. Ouais. C'est ce qui fait l'intérêt de cette comparaison, parce qu'effectivement, ça stabilise un peu nos idées sur des choses qui sont pas forcément évidentes, et ça contribue. C'est pour ça qu'on avait fait à 3, ces statistiques à 3, parce que justement, on avait bien compris que pour éviter toute, on va dire, polémique sur les chiffres de Fiducial sont meilleurs que ceux de KPMG ou ceux de CGP. Voyez, on est clairement... on s'aperçoit on a une vraie cohérence, et je pense que ça peut apporter à la profession, de mon point de vue, un peu plus de certitude. Sur la marge, moi, le seul commentaire que je fais, on l'a vu tout à l'heure, ça a remonté joyeusement. Maintenant... on parlera certainement un petit peu de 2022. 2022 va être
une assez bonne année, je pense, globalement. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, on fait une analyse un peu particulière dans nos moyennes professionnelles. Et je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, mais on sait bien que la moyenne, ce n'est pas la médiane. La médiane, ça veut dire qu'on a 50% des officines qui surperforment la médiane et 50% qui sous-performent. On voit que sur 2021, les 10% des officines qui ont le taux de marge le plus faible l'affichent à 28,4%. Et on retrouvera sans doute dans ces officines, celles qui avaient une évolution du chiffre d'affaires négatif. Les plus petites officines, celles qui n'ont pas pu ou voulu prendre en main les missions liées au Covid. Et vous avez le décile supérieur où le taux de marge moyen est de 35,7%, sachant qu'on retraite quand même les officines très particulières. Je pense notamment aux officines qui font de la préparation où on a des taux de marge qui dépassent les 45%. Celles-là sont sorties des moyennes, bien sûr, mais on voit quand même un écart type important entre les 10% les plus performantes et les 10% qui sont peut-être le plus en difficulté. Il faut se souvenir que l'année dernière, à peu près à la même époque, les pharmaciens étaient à peu près à la moitié, enfin ceux qui faisaient ce qu'on appelle le taux de TVA zéro, c'est-à-dire des tags de la vaccination, ils étaient à la moitié. Et il y a eu un phénomène d'amplification sur 2021. Il y a eu une pression psychologique aussi très forte sur les pharmaciens, parce que les gens voulaient être testés. Moi, j'ai vu dans ma clientèle pas mal de nos clients qui étaient un peu réticents parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils ne pouvaient pas organiser. Puis tout d'un coup, ils ont eu le flot. Il faut l'imaginer parce que quand on est en région parisienne, mais vous l'avez vu dans toutes les grandes villes, il y avait la queue dans les laboratoires d'analyse médicale et dans les pharmacies. Ils ont été obligés. Il y a eu une contrainte très, très forte qui a complètement changé la physionomie. On n'aurait certainement pas eu ces chiffres s'il n'y avait pas eu cette pression psychologique des patients. Alors les prestations, les nouvelles rémunérations, cette année essentiellement, c'est effectivement les tests antigéniques et donc la vaccination, qui sont donc c'est toute la TVA qui effectivement est à zéro, puisque sur effectivement cette activité, il n'y a pas de TVA. Les autres missions, elles se mettent en place, mais elles vont se mettre en place progressivement. Il y a plusieurs choses qui vont arriver et c'est dans les tuyaux, les syndicats pourront en parler. Enfin, sur effectivement les nouvelles rémunérations, c'est surtout l'effet Covid cette année qui effectivement est le marqueur de cette année, on va dire, exceptionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un gros tiers de l'évolution de l'activité est lié effectivement à ces nouvelles missions. Ok. Et toujours pour Joël, combien représente la rémunération à taux zéro? Alors la rémunération à taux zéro, en fonction effectivement des trois cabinets, on est sur 2021 aux alentours de 50 à 60 000 euros d'activité, avec effectivement une marge ici qui va représenter aux alentours de 40 000 euros. Donc le gros effectivement de l'évolution de la marge que Emmanuel évoquait tout à l'heure, il est quasiment fait exclusivement sur effectivement les tags et la vaccination. Au sein de CGP, on a fait la petite analyse. S'il n'y avait pas eu ces tags et ces vaccinations, on aurait une progression de la marge brute d'environ 5 000 euros. Donc on voit effectivement que le gros de l'évolution de la marge, c'est vraiment les tests et la vaccination. Clairement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, Marie, si tu as... Vas-y. Non, il n'y en a pas apparemment pour l'instant. Alors justement, vous venez d'évoquer l'effet Covid, donc sur la marge. Est-ce qu'en termes de BE, on va retrouver cet effet-là? Et d'autre part, est-ce que pour 2022, on peut compter sur une évolution similaire? Alors, 2022, pour vous donner une tendance, des 6 premiers mois 2022 à fin juin 2022, on est sur une progression moyenne de 12%.
12% sur 6 mois. Donc on est au-delà de l'activité 2021, avec effectivement plusieurs phénomènes. L'augmentation des médicaments chers que j'évoquais tout à l'heure, qui est très significatif. Et puis on a encore effectivement les tests antigéniques et la vaccination. Tests antigéniques, environ 80 millions de tests antigéniques réalisés en 2021, tout confondu, je ne parle pas que de la pharmacie. Sur le premier quadrimestre à fin avril 2022, on est à 55 millions. Donc on voit effectivement que le début d'année, je ne vous parle pas du mois de janvier, où on est monté à 32 millions de tests rien que sur le mois de janvier. Donc on voit effectivement que l'année 2022 démarre sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qui va se passer pour 2022 ? Qu'est-ce qu'on peut prédire ? Tout va dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce que ça sera avec ou sans la 8e vague ? Je pense qu'effectivement l'année 2022 va être liée à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais on voit effectivement une tendance relativement haussière de l'activité avec le développement des médicaments chers à plus de 20% d'augmentation sur les 6 premiers mois que j'évoquais tout à l'heure. Pierre-Olivier Variot avait une question à poser, président de l'USPO. Alors, merci. Une question, surtout une remarque et 2 souhaits. La remarque, c'est que ce que vous nous avez dit concernant la consolidation de la marge, qui a été signée dans le dernier avenant conventionnel avant d'être consolidé dans cette nouvelle convention, a permis la stabilisation de la marge, et c'est pour moi quelque chose d'important qu'il soit souligné. Ensuite, les propos que vous avez relayés de la ministre, qui nous dit qu'elle veut consolider notre cœur de métier, qui est la dispensation, c'est toujours ce qu'on a demandé, et aller chercher en plus une croissance sur les nouvelles missions. Cette année, l'année dernière, on a eu des croissances exceptionnelles avec la Covid, mais c'est ce que l'on doit faire avec les nouvelles missions qui s'offrent à nous. Et le souhait, c'est que, les 2 souhaits, c'est qu'on arrête d'être regardé, la profession, par le seul prisme de la dépense. Ce qui a été le cas dans toutes les négociations qu'on a eues avec l'assurance maladie, où quasiment tout le temps, le DG commençait en disant « Les pharmaciens, vous avez pris beaucoup d'argent durant la crise ». On arrête de dire ça et qu'on regarde sous le prisme de l'investissement des officines, et de l'investissement des équipes, vous l'avez dit tout à l'heure, en se désagrégeant quelque part dans notre activité. Et je pense que le taux de croissance du chiffre d'affaires, il faut le mettre en parallèle avec le taux de BE qui va arriver et qui ne sera sûrement pas à hauteur de 95 000 € par officine, comme le DG veut le laisser entendre. Et j'aimerais vraiment que dans la chronique du quotidien, ça ressorte vraiment, parce qu'aujourd'hui, le DG prépare la future négociation, et on sait qu'elle va être difficile. Vous avez vu que la proposition qui nous avait été faite était de renier la marge sur les médicaments chers, d'à peu près la moitié, pour la mettre sur des honoraires. Et quand on voit la croissance que ces produits-là ont aujourd'hui, heureusement qu'on n'est pas tombé dans ce piège-là. On a l'exemple des laboratoires d'analyse médicale, rien qu'avec l'article d'hier dans les Échos. Voilà, maintenant je pense que la prévention va nous y aider, puisque aujourd'hui le gouvernement... Joël, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, qu'est-ce que disait cet article sur les laboratoires ? Ils annoncent 180 millions d'économies au niveau du PLFSS sur les laboratoires d'analyse médicale, et que la progression des laboratoires sur les 2 dernières années, c'est 86% en 2 ans. Donc voilà, avec effectivement l'exceptionnel des PCR. Oui, tout à fait. Et le message qui était, ce qu'on pouvait lire dans les Échos d'hier, et si vous pouvez probablement encore le télécharger, c'était le message, c'était rendez-nous l'argent qu'on vous a donné, grosso modo. Donc ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Variot. Effectivement, il est possible que le quoi qu'il en coûte, on a bien compris avec le dernier message du président que ça s'arrêtait, puisque c'était la fin de l'abondance. Donc effectivement, il faut quand même mettre ces résultats, et vous avez raison de le souligner, avec en disant alors on peut pas comparer du tout. On ne peut pas comparer du tout la situation des pharmacies avec des laboratoires d'analyse médicale. Ça n'a strictement rien à voir. Déjà, la situation des laboratoires d'analyse médicale est une situation capitalistiquement complètement différente de celle des officines. Et effectivement, on le disait tout à l'heure avec mes deux confrères, à partir du moment où 60% du marché de la biologie médicale est contrôlé par 5 ou 6 gros intervenants, c'est assez facile de dire, là, on appuie, puisque c'est
c'est des actionnaires qui vont payer l'addition. Bon, là, on est complètement différent dans la pharmacie d'officine. C'est des petites unités, vous avez raison de le souligner. Et quand on parle d'une croissance de 5 000 € de marge par mois, c'est quand même que 5 000 € de marge par mois, quoi. C'est quand même assez... On s'en félicite, mais c'est quand même relativement faible. Pour compléter ton propos, à l'écran s'affiche le BE après rémunération des laboratoires d'analyse médicale. Donc on est... non, mais là, le niveau de marge, c'est le niveau de BE des laboratoires. C'est ça que je veux. C'est 20%. C'est 20%. On est quand même très loin en pharmacie après rémunération. Après rémunération de tout le monde. Voilà, donc, justement, est-ce qu'on peut passer à l'EBE alors ? Oui, on va passer à l'EBE. Donc le BE, comme c'est pas une surprise, comme il est lié étroitement à l'évolution de l'activité et de la marge brute, eh bien on voit effectivement une évolution significative de l'EBE, puisque vous voyez, quel que soit le réseau, on est à peu près à 40 000 € d'évolution d'EBE sur 2021. Donc EBE avant rémunération des pharmaciens, avant rémunération des titulaires et avant les cotisations TNS, les cotisations des pharmaciens titulaires. Donc 40 000 € en moyenne, et vous voyez, c'est très similaire d'un réseau à l'autre. On est vraiment sur le même schéma. Alors on s'était alerté au cours des 2 dernières années, où on voyait que le BE était passé sous la barre des 15%. Et bien grâce effectivement à cette activité exceptionnelle, on est repassé au-dessus de 15%. Alors j'ai l'habitude de dire qu'on vit avec les euros et pas avec les pourcentages. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le BE en euros. Donc le BE, il est le reflet, puisque finalement, globalement, les pharmaciens ont fait le job avec une masse salariale qui était relativement stable. Donc on retrouve quasiment la totalité de la marge brute globale au niveau de l'excédent brut d'exploitation, mais effectivement encore exceptionnel cette année. Alors justement, Joël Maribon, tu as une autre question sur le BE. Oui. De manière prospective, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des indications sur l'influence de l'inflation sur les comptes de résultats de l'officine en 2022? Alors, l'incidence de l'inflation, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a, j'allais dire, l'évolution des prix des laboratoires. Donc ça, c'est effectivement une évidence. Les laboratoires, effectivement... les industriels ont un coût d'énergie élevé, un coût de transport, donc ils sont censés répercuter la hausse de ces coûts sur leur prix de vente, donc forcément sur le prix d'achat. Et je pense que là, c'est le gros point, c'est l'un des gros points, parce que le pharmacien a pour habitude de peu répercuter les hausses de prix sur le hors vignetté. Et je pense qu'effectivement, il va falloir que le pharmacien change un peu sa philosophie. Et donc, on voit au cours des différentes années, et je pense que mes confrères ne me contradiront pas, on voit une érosion de la marge sur le hors vignetté d'année en année, puisque les hausses de prix ne sont pas forcément répercutées pour des problèmes de concurrence. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a des outils informatique qui fait qu'on peut suivre le prix moyen, etc. Et donc le pharmacien, il essaye toujours de se mettre un petit peu en dessous du prix moyen, mais comme tous les confrères font la même chose, eh bien on voit effectivement des prix moyens qui ont plutôt tendance à baisser. Donc je pense qu'effectivement, il y a un premier élément. L'énergie, on va dire que la pharmacie est peu concernée par le phénomène, puisque le poids de l'énergie est assez faible dans le compte d'exploitation d'une pharmacie. Et puis l'autre élément d'inflationniste, c'est surtout sur la masse salariale, c'est sur les salaires. Et là, on voit effectivement une évolution très significative des salaires. Alors, au-delà des réévaluations de grille, vous avez vu qu'on a eu 2 réévaluations de grille sur 2022, 2 fois 3%, 6%. Et je suis là aussi l'évolution de la masse salariale tous les mois. Et sur les 6 premiers mois de 2022, je vous annonce une hausse de la masse salariale de 12%. Sur le premier semestre 2022 comparé au premier semestre 2021. Donc une tendance effectivement haussière des salaires, avec effectivement les difficultés de recrutement que rencontrent les pharmaciens, puisque je crois qu'on est entre 10 et 15 000 postes manquants en officine. Donc plus d'une pharmacie sur 2 rencontre des difficultés de recrutement aujourd'hui.
Donc forcément, une évolution des salaires à l'embauche qui fait qu'on a une croissance assez significative de la masse salariale et qui pourra avoir une répercussion bien évidemment sur l'EBE, mais tout va être lié à ce qui va se passer d'ici la fin de l'année par rapport à une prévision de l'EBE 2022. On avait une question dans la salle, Karl Parence. Merci. Je vous remercie d'avoir. Vous avez un peu anticipé. Je voulais parler de la masse salariale, évidemment, parce qu'on voit que tout le monde est en peine sur ce point. Et est-ce que vous avez une idée? Vous avez parlé tout à l'heure de la fréquentation en officine. Est-ce que la crise Covid a ramené des gens en officine? Est-ce qu'on observe une continuité de cette tendance qui fait que les gens vont retourner en officine et vont peut-être faire un peu plus de prévention ou faire un peu plus qui serait entre guillemets sain. Et juste un dernier commentaire, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que s'il n'y avait pas eu la pharmacie pendant le Covid, ça aurait été un chaos total si les pharmaciens n'avaient pas testé ni vacciné. Oui, je crois que c'est une évidence. Pour répondre à votre question, on avait le sentiment pendant le Covid que la pharmacie de proximité allait retrouver de la clientèle, etc. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'on parlait de circuits courts et autres, mais j'allais dire, une fois le Covid passé, les bonnes ou les mauvaises habitudes se reprennent. Philippe l'évoquait tout à l'heure avec les centres commerciaux. Toutes les pharmacies de centres commerciaux ont récupéré leur chiffre d'affaires d'avant Covid. Il y a eu ce trou d'air. Pourquoi? Parce que les patients ou les clients ne pouvaient pas se déplacer. Mais une fois qu'ils ont pu se redéplacer, ils ont repris, on va dire, leurs mauvaises habitudes. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas changé notre façon de consommer aux sorties du Covid. Enfin, c'est mon sentiment plutôt personnel. Oui, enfin, je crois qu'il y a eu effectivement, ça a été relativement brouillé avec les confinements, etc. Mais bon, les choses sont revenues à peu près de façon relativement normale. Moi, deux remarques par rapport à ce que disait Joël sur le BE. J'ai regardé l'incidence des coûts d'énergie. Par rapport à la pharmacie standard, j'ai pris des comptes de résultats un soir où il n'y avait pas de programme télé qui me plaisait, et puis ça m'arrive, et ça arrive souvent d'ailleurs, et j'ai regardé un peu les comptes de résultats. En fait, on s'aperçoit, pour que vous ayez quelques chiffres en tête, on s'aperçoit que majoritairement déjà les pharmaciens, c'est de l'électricité. Il y a qu'en milieu rural où on a du fuel, mais c'est très majoritairement d'électricité qui va servir le chauffage et qui va servir l'éclairage. Et c'est des postes qui sont relativement faibles. Hein. C'est de l'ordre, pour les petites officines, de 3 000 à 3 000 euros par an. Et pour les plus gros centres commerciaux, ça peut monter à 6 ou 7 000 euros par an. Donc, pas de grosse économie à faire. Donc, même si il n'y a pas, pour moi, déjà ne rentre pas, j'ai regardé les textes, mais on attend des précisions. Il n'y a pas de dispositif pour les pharmacies aujourd'hui, puisqu'ils ne rentrent pas dans les entreprises qui utilisent plus de 3% de leur chiffre d'affaires. C'est ça pour l'énergie. Et donc, s'appliquera probablement, je pense, le bouclier tarifaire des particuliers. Donc, on peut estimer qu'il y aura une incidence de l'ordre de 15% sur cette consommation. Deuxième point sur le BE, et je crois que Joël a eu raison de le préciser, puisque vous posiez, Marie Bourne posait la question sur 2022. On peut avoir un petit effet de ciseau, c'est-à-dire que on a encaissé des bonnes nouvelles sur 2021 parce qu'on ne trouvait pas de personnel. Donc on le verra tout à l'heure. Je crois que c'est une partie, les frais prochaine partie. Ouais. Emmanuel, je ne veux pas la dévoiler, il va le présenter. Mais on a été obligé de faire un rattrapage de recrutement quand on trouvait. Et deuxièmement, comme on ne trouve pas, un phénomène d'augmentation des salaires à l'embauche qui est assez spectaculaire. Alors l'année dernière, souvenez-vous, on se posait la question, j'avais soulevé le problème, on trouve personne, il y a un problème d'attractivité, vous le dites dans votre profession, alors dans la note on le dit, mais quand on discute avec les restaurateurs, j'ai vu cette année que la plupart des restaurateurs fermaient quasiment 3 jours par semaine parce qu'ils ne trouvaient pas de personnel. Il y a un point qui est assez inquiétant et qui a été d'ailleurs, je le souligne, mis en exergue par le patron du MEDEF il n'y a pas très longtemps, qui est dire, tout le monde parle de problème d'attractivité. On a un problème de démographie. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que les générations, ma génération, qui prend sa retraite, qui vient de prendre sa retraite, c'est des générations très importantes. Les générations qui arrivent sont des petites générations. Et d'ailleurs, on voit dans les facs, il y a des places aujourd'hui.
Ce qui veut dire que vous n'avez pas à gérer simplement un problème d'attractivité, sinon il n'y aurait que vous qui aurez un problème d'attractivité. Nous, on trouverait des comptables ou des experts comptables facilement. Non, tout le monde a un problème d'attractivité parce qu'on a un problème de démographie. Et ce phénomène de démographie, c'est lié au fait que la femme française et la femme occidentale fait moins d'enfants et donc des générations qui arrivent sur le marché sont des petites générations. Donc ça va durer longtemps. Oui, c'est un point important Emmanuel, à souligner, effectivement. Vous vouliez intervenir tout à l'heure, Emmanuel ? Oui, non, je voulais juste intervenir sur l'inflation, mais Philippe a répondu. Il faut garder à l'esprit que les frais généraux dans une officine, les frais généraux, c'est notamment le coût de l'énergie, ça représente jamais que 5% du chiffre d'affaires. Alors on parlait du bouclier tarifaire. A priori, le bouclier tarifaire, il s'appliquerait que pour les officines jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc quid des officines qui ont des surfaces plus importantes, et on n'est pas à l'abri de voir, comme il se passe aujourd'hui dans certaines grandes distributions, peut-être une baisse de la luminosité à certains moments pour faire quelques économies. Voilà. Alors, Joël, vous aviez terminé, je pense, sur le BE. Oui. Alors, avant de passer aux frais de personnel, il y a plusieurs questions dans la salle, là. Oui, si vous voulez vous présenter. Oui, donc Delphine Linhart, je suis pharmacien titulaire en milieu rural. Je voudrais rebondir sur la masse salariale parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'en milieu rural, le problème du recrutement devient majeur et c'est un problème qu'il faut résoudre aujourd'hui parce que c'est vraiment compliqué en fait à gérer. Alors moi, je suis partie prenante de toutes les nouvelles missions, vraiment pour la pharmacie de demain. Mais aujourd'hui, avec ce problème de recrutement, je pense que le pharmacien n'est pas en mesure d'assumer ses ambitions. Et effectivement, aujourd'hui, on se sent un peu otage dans le sens où finalement, en interne, on a déjà dû faire des augmentations de salaire à tous nos employés, aux pharmaciens, aux préparateurs. Et en plus, on s'est pris des augmentations, des revalorisations du coefficient. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même si tu veux un étudiant en 6e année, pas taisé, il va demander le coef 600. Le coef 600, c'est 3 500 € net, c'est ça, 4 008 brut. Après, tu as les préparateurs qui, eux aussi, ont une revalorisation de leur statut. Et aujourd'hui, un préparateur, si tu veux le garder, c'est 2004 net. Certains te font chanter. Et moi, ma question, elle est double. La première, c'est par rapport aux chiffres que vous nous avez présentés. Quand on fait une augmentation de salaire, c'est pas une prime. C'est acquis. Que va-t-il en advenir de l'économie des pharmacies en accordant des doubles augmentations de salaire, puisque je pense qu'il y a eu 2 revalorisations dans l'année du coefficient. Donc aujourd'hui, on a effectivement, pour les pharmacies qui ont été participatives dans la crise, cette augmentation éphémère du chiffre. Mais les prochaines années, qu'est-ce qui va se passer ? Et ces employés qu'aujourd'hui... j'ai pas envie de dire surpayés parce que dont l'augmentation de salaire est peut-être pas cohérente avec l'avenir. Comment on va faire pour les payer en fait ? Et comment on va faire pour pouvoir, on va dire, continuer à assumer nos missions qui sont des missions plus chronophages. Donc ça veut dire plus d'heures aussi à un moment où finalement on a des cadres rémunérés à l'heure. Alors, qui veut répondre à cette interpellation ? Je veux bien, puisque j'allais aborder la partie charge de personnel. Vous avez complètement raison, et les syndicats sont là aujourd'hui, et ça va faire partie aussi, je pense, de leur cheval de bataille. Il y a 2 possibilités, c'est-à-dire soit vous augmentez les prix, mais on sait que dans les officines, on a 80% du chiffre d'affaires qui est en prix réglementé, donc vous n'allez pas pouvoir augmenter le prix du médicament. Donc peut-être qu'on va avoir une inflation sur les 20% restants. Derrière, effectivement, il faut faire en sorte que la rémunération officinale soit au niveau du coût du personnel. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver dans des officines où on aura des difficultés de recrutement, ça c'est vrai, mais comme le disait Philippe, on a les mêmes, nous, sur nos secteurs d'activité, mais aussi des pharmaciens qui vont se priver d'un certain nombre de recrutements, et des pharmaciens titulaires qui ne font pas 35 heures aujourd'hui, qui font 60 heures,
Moi, je bosse 14 heures par jour. Voilà. Bon. Eh ben, il faudra peut-être bosser 16 heures parce que vous n'aurez personne pour faire le travail à votre place. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moins. Mais aussi. mais pouvoir payer. Voilà. Mais on a effectivement aujourd'hui un vrai problème. Alors là, on sort d'une période plutôt faste. Quand on regarde l'état de la trésorerie de l'officine, on s'est dit, on parlait de l'inflation. S'il y a une inflation du coût de l'énergie, le pharmacien va pouvoir y faire face parce que il a un peu de trésorerie d'avance. On en verra au niveau de la trésorerie. Sauf qu'à un moment, si tout ça s'arrête et que derrière, comme vous disiez, il n'y a pas des nouvelles missions qui viennent pour générer du chiffre d'affaires avec une rémunération un peu différente, une structure de marge un peu différente, on va vers des difficultés. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors nous, en tant qu'experts comptables, on est un peu le thermomètre de tout ça. Donc on n'est pas là, on ne va pas pouvoir vous apporter des solutions. Mais effectivement, dans les années à venir, dans nos moyennes professionnelles, on va constater certainement une dégradation de l'EBE. Alors, j'aimerais juste rebondir parce que, voilà, donc là, il n'y a pas de solution. Moi, j'aurais une solution. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas à nous de les trouver. Mais moi, là, j'en profite de parler et de parler à des syndicaux, à des personnes qui sont nos représentants. Donc, je profite pour prendre la parole. On dit toujours, il faut danser sous la pluie ou il faut aller dans le sens du vent quand il y a une tempête. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre problème, c'est le recrutement parce qu'on est une profession réglementée avec des préparateurs qui commencent à prendre une valeur avec le DUST, qui prennent en fait une valeur scientifique. Voilà, c'est plus un BP classique. Ils peuvent avoir des passerelles pour être pharmaciens, donc il faut développer les passerelles pour qu'ils deviennent pharmaciens s'il y a des problèmes de recrutement. Mais aujourd'hui, dans pratiquement la majorité des pharmacies, on a du personnel qui s'appelle les employés en pharmacie, qui sont des personnels qui sont souvent depuis 20 ans, qui connaissent beaucoup de choses, qui font la réception de commandes, qui font plein de choses au sein de la pharmacie. Cette profession, elle n'est pas forcément bien reconnue. Elle est pas non plus, ils ont pas non plus de formation. Il n'y a pas vraiment de légitimité. Aujourd'hui, je prends sur un modèle, par exemple, au Canada, on pourrait pas créer une nouvelle profession dans le circuit des pharmaciens en faisant une fiche de poste normée avec une formation interne, quelque chose de reconnu, de valorisant, où finalement, ça soit des gens qui puissent aider le pharamacien, être la deuxième main et qui nous coûtent pas des charges salariales terribles, mais c'est pas possible de créer en fait un autre poste peut-être pour nous aider. Alors ça, je ne sais pas si c'est aux experts comptables de répondre. Non, on peut. Alors clairement, ça c'est d'un domaine professionnel sur lequel. Je le dis pour ceux qui. Non, mais pour ceux qui l'entendent. Je ferai juste une remarque. Je vais être un peu provocateur par rapport à cette problématique, disons, d'augmentation des salaires, recrutement, qui est un phénomène qui touche toutes les entreprises. C'est assez amusant. Moi, je regarde dans les revues économiques. Il y a un certain nombre de sociétés, et même nous, on le voit dans notre clientèle. Ils ont réduit leur activité et gagnent plus. Alors vous êtes coincé par le réglementaire. Vous êtes obligé d'ouvrir votre pharmacie. Mais si on reste avec une pharmacie ouverte, est-ce qu'il n'y a pas dans une officine des trucs qu'on vend à perte ou des choses qu'on fait à perte? Moi, je pense que je vais vous en trouver. Il y a plein d'activités. Bon, vous avez des restaurateurs, je crois que vous le voyez aussi. Les restaurateurs, je l'ai dit tout à l'heure, cet été, vous vous baladiez, on voyait lundi, mardi, mercredi, c'était fermé. Et ils gagnent plus. Le constructeur automobile Stellantis publie des résultats extraordinaires cette année en vendant moins de voitures. Et il a dit, moi, je me concentre que sur la marge. Je me concentre que ce qui peut rapporter. Je dis que c'est une piste parce que je pense que dans une officine, bon, déjà, ça sera le sujet d'après, vous allez avoir la digitalisation qui va probablement pouvoir vous aider parce que je pense qu'il y a encore des grandes possibilités de productivité. Moi, je suis patient d'officine. Quand je vois un peu les processus, je pense qu'il y a encore de la marge de productivité. Donc, marge de productivité, ça veut dire on est plus efficient au niveau du personnel. Mais surtout, je pense qu'il y a une réflexion à mener dans un certain nombre d'officines pour savoir si, finalement, ce que l'on fait, cette prestation, cette vente, elle est rentable ou pas. Et si elle n'est pas rentable aujourd'hui, comme vous n'avez pas les moyens d'embaucher et que vous ne pouvez pas payer parce que c'est trop cher, il faut peut-être la supprimer. C'est en tout cas une piste d'enquête, effectivement, que tu nous donnes, Philippe. Joël, juste un point, et après, il y a une question, et après, on va passer aux frais de personnel, parce qu'il nous reste encore 4 thèmes à aborder. Peut-être qu'une des solutions, c'est peut-être que la pharmacie revienne à des horaires de bureau, et puis que les services de garde démarrent à 18h.
Ça peut être aussi, parce qu'aujourd'hui le personnel ne veut plus travailler le soir, ne veut plus travailler le week-end. On le voit bien avec forcément la pharmacie. C'est en train de se faire. Certaines officines ont fait ce choix. Certaines officines ont fait le choix. Donc je pense que là, il y a une réflexion à avoir d'organisation du réseau et peut-être Bon, après, je vais vous dire, la variable d'ajustement, elle est simple. On le verra à la fin de la présentation, c'est le problème des prix de cession. Parce qu'effectivement, si j'ai plus de personnel, moins de marge, forcément j'ai un EBE qui va diminuer et l'élément déterminant c'est le prix de cession des officines et ça sera la variable d'ajustement, ce sera les prix de cession parce que la difficulté elle est liée par rapport à l'endettement de certains pharmaciens. Mais si on vient avec des prix de cession qui intégreront tous ces éléments-là, il n'y aura plus de problème parce que la pharmacie reste encore très rentable. Alors une question là-bas et puis après on passe aux frais de personnel si vous voulez, il nous reste moins d'une demi-heure là. Alors, bonjour à tous, Maxime Delannoy, président de l'ANEP, donc l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Vous avez parlé tout à l'heure de démographie et d'attractivité par rapport à des places vacantes dans les études de pharmacie. C'est un problème qui existe, mais c'est un problème qui a toujours existé et qui n'est absolument pas la cause des places vacantes qu'on peut avoir actuellement. L'année dernière, on avait donc un peu plus de 160 places vacantes. Cette année, on est à plus de 1100 places vacantes, ce qui présage rien de bon pour la profession de pharmacien, qui met en danger toute la profession, mais aussi le système de santé. Vous parlez depuis tout à l'heure que vous avez du mal à recruter, que vous avez donc peut-être une grosse hausse de chiffre d'affaires, mais qui n'est pas pérenne, tant que les missions ne sont pas fixées. Mais des missions ne seront pas possibles à fixer si on n'a pas assez de personnel. On a déjà des pharmacies qui ferment très souvent. On a des carences dans tout ce qui est emploi, un peu partout en France. C'est gravissime à quel point la réforme qui a pu passer et qui détruit nos études et détruit notre profession n'est absolument pas considérée. C'est à tout le monde dans la profession de prendre ce problème en main. À la NEF, on a sorti donc un communiqué de presse aujourd'hui pour essayer de faire réagir les pouvoirs publics pour adapter et faire suivre cette réforme au local, dans les facultés, mais aussi pourquoi pas l'adapter pour qu'elle puisse convenir aux pharmaciens. Parce que si, pendant plusieurs années, chaque année, on a plus de 1000 places vacantes, dans 5 ans, on aura quoi ? On aura 6000 pharmaciens en manque à former, sachant qu'il y a aussi beaucoup de pharmaciens qui partent à la retraite. C'est terrible et on se dirige vers une destruction, désolé du terme, mais du métier à cause de ces problèmes de réforme. Donc je prends la parole aussi pour essayer de faire prendre conscience de l'enjeu d'avoir une réaction par rapport à cette réforme et par rapport à nos études qui touchent au final pas que les étudiants mais aussi toute la profession. Merci. Merci pour votre intervention. On passe maintenant à la sixième partie donc, de cet exposé sur les résultats économiques et financiers de l'officine. Les frais de personnel avec oui, alors les frais de personnel, on en a déjà beaucoup parlé. Hein. Ce qu'on peut voir dans les chiffres qui nous sont présentés aujourd'hui, c'est que sur les 3 dernières années, il n'y a pas eu énormément d'évolution sur le pourcentage de frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires. Et ça veut dire qu'on a à peu près aujourd'hui dans les officines un tiers de la marge qui sert à payer le personnel. Pas les titulaires, mais à payer le personnel. Et on voit que c'est assez stable sur les 3 dernières années. Donc si c'est stable avec une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 12%, ça veut dire aussi qu'on a le volume des charges de personnel qui a augmenté. Il y a un petit ratio qui est intéressant que vous avez en bas du tableau, qui est le chiffre d'affaires TTC par effectif équivalent temps plein. Celui-là, il est très facile à calculer pour le pharmacien. Il prend son chiffre d'affaires TTC, donc le LGO lui donne le montant. Il a le nombre de personnes au comptoir. Il divise ce chiffre d'affaires annuel par le nombre de personnes au comptoir et ça lui donne un ratio qui est, on voit pour CGT et pour KPMG, on est aux alentours de 330 000 euros et ça permet aux pharmaciens non pas de connaître la productivité de son personnel, mais de se dire aujourd'hui mon chiffre d'affaires stagne mais j'ai un chiffre d'affaires par équivalent temps plein à 400 000 euros, ça veut dire qu'il faut que j'aille trouver des mains et par contre j'ai un chiffre d'affaires par équivalent temps plein qui est de 200 000 euros quand en moyenne on est à 330, là j'ai peut-être quelque chose à faire, revoir le planning de mes collaborateurs, les former pour développer le chiffre d'affaires. Donc c'est un ratio qui nous plaît bien, nous, dans nos études. Juste une petite remarque sur les frais de personnel. On a une moyenne aux alentours de 10%. Cette moyenne est un petit peu faussée parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'associations avec 2 titulaires. Et nous, on sort effectivement une statistique hors association. On est plutôt à 11,5%.
pour un seul titulaire. Et on est plutôt à 9, 9,5 avec plusieurs titulaires. Donc j'attire votre attention que ce ratio il est un peu faussé puisqu'on a de plus en plus d'associations et les associations vont encore se développer. Comme il y a des problèmes de recrutement aujourd'hui, un jeune pharmacien qui s'installe, il va plutôt chercher un associé qu'un adjoint pour exercer demain. Donc le phénomène d'association va encore simplifier et donc dans les frais de personnel ne sont pas inclus la rémunération des titulaires. Donc forcément quand j'ai 2 associés, j'ai un ratio beaucoup plus faible et il est pris dans nos moyennes. Voilà, justement. Et ces moyennes, vous pouvez les télécharger parce que vous aurez beaucoup plus la granularité sera beaucoup plus fine. Et on a laissé à l'entrée de cette salle également quelques exemplaires de nos études qui effectivement vous permettent de décortiquer un peu plus par rapport à des moyennes qui sont forcément un peu réductrices. Alors, sur l'évolution des frais de personnel en valeur, sur le dernier exercice, on est à plus 5,3%. Comme vous l'avez fait remarquer, cette année, on a quand même eu 2 revalorisations de la grille, 2 fois 3% en mai et en août. Derrière, on a le SMIC aussi qui a augmenté, ce qui a fait que je crois que sur les coefficients jusqu'à 170, au final, on est obligé de les aligner au SMIC. Sur ces gens, que ce soit du coefficient 100 ou 170, ils sont au SMIC, malgré les revalorisations de la grille. Ça veut dire que sur 2022, dans nos moyennes professionnelles 2022, on va avoir une augmentation encore plus importante des frais généraux. Je rappelle qu'en 2021, on a eu une seule augmentation de grille au mois de juillet 2021 de 1,5%. On est à plus 5,30 malgré une évolution de grille que de 1,5. Alors, la grille, c'est le minimum. Vous ne pouvez pas payer le personnel en dessous de la grille. Alors Dieu merci, certains pharmaciens payent au-dessus de la grille, mais pour dire que 1,5 d'évolution de grille salariale et on sort à 5,3. Alors avec 2 évolutions successives à 3% au printemps et 3% cet été, effectivement on va avoir une tendance assez haussière sur la masse salariale. Ces augmentations de salaire moyenne, elles ne sont pas seulement dues, j'imagine, à l'augmentation des ambitions à l'embauche. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est peut-être une question idiote, mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de contagion au sein de l'équipe en place qui revendique, pour le coup, quand il voit un jeune arriver qui demande 600, qui revendique, vous avez le phénomène. Vous ne pouvez pas faire un petit effort pour moi aussi qu'on a tous, oui, bien sûr, c'est évident. Oui, il y a les deux, et puis il y a le fait aussi que le pharmacien a quand même récompensé ses équipes, notamment en versant la prime PEPA, la prime dite Macron. Les primes sont comptabilisées dans les salaires. Sont forcément comptabilisées dans les salaires. Et donc là, effectivement, l'équipe a été quand même très sollicitée. Donc Dieu merci, les pharmaciens ont récompensé leurs équipes en versant des primes, et notamment la prime pouvoir d'achat. Mais ils ont également augmenté les salaires des gens en place ? Oui, ils ont aussi augmenté les salaires des gens en face. Généralement, quand on recrute quelqu'un de l'extérieur, on répercute son ancienneté de l'ancienne officine. Enfin, il y a tout un tas de choses qui fait que, oui, on rémunère, mais bon, après, effectivement, on peut dire que les salaires en officine, eu égard à la crise Covid, étaient quand même peu par rapport à ce que les équipes ont subi. Donc, effectivement, il y a un effet aussi de rattrapage qui me semble nécessaire, mais bon, l'économie de l'officine fait que, voilà, il faudra que toutes les planètes soient alignées pour maintenir ce niveau de rémunération. Voilà, il nous reste 20 minutes pour 3 chapitres encore. C'est bon en ce qui concerne les frais de personnel ? Oui, sur les frais de personnel. Alors, on va passer à la rémunération des gérants, qui est toujours un moment très attendu. Donc, c'est à vous, Joël Lecoeur. Alors, rémunération des titulaires, donc c'est la rémunération nette des gérants, après cotisation sociale. Alors, on a une petite étude avec Philippe. Alors, Philippe, lui, raisonne sur l'ensemble de ses clients, quelle que soit la structure sociétaire, que la pharmacie soit effectivement sous forme impôt sur le revenu ou société. Nous, au sein de CGP, on étudie que la rémunération des gérants qui sont en structure impôt sur les sociétés, qui aujourd'hui, quand même, la grande majorité de nos officines clientes. Vous voyez, on a une moyenne de 62 000 euros au sein de Fiducial et une moyenne de 59 000 euros au sein de CGP. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder par taille d'officine. Il est évident que plus la pharmacie est importante, plus le pharmacien peut se rémunérer. Et on peut s'interroger sur effectivement les titulaires dont la pharmacie font moins d'1 million d'euros, puisqu'on ressort, nous, en moyenne, à 26 000 euros. Alors Philippe est à 41, mais encore une fois, là, c'est la totalité
du résultat. Donc on peut s'interroger si effectivement ça vaut encore le coup d'être titulaire avec 26 000 euros de rémunération et même à 41 000 euros, puisque aujourd'hui 41 000 euros, un pharmacien coef 600 sera à 3 500 euros. Donc vous voyez, il n'y a plus de différence entre pour ces petites officines entre un titulaire et un salarié. Donc effectivement, la rémunération, elle est liée aussi au niveau de l'endettement de l'officine. Hein. C'est vrai que l'officine désendettée, effectivement, le pharmacien pourra augmenter, bien évidemment, au-delà des 12 ans de remboursement, pourra augmenter sa rémunération. Il faut préciser qu'on vous présente, Joël et moi, donc une rémunération nette. Ça n'intègre pas ce qui peut être prélevé comme dividende. Donc les dividendes ne figurent pas. Nous prenons ce qui a été déduit, on va dire fiscalement ou comptablement, des comptes de résultats. C'est quelque chose qui correspond un peu au salaire du pharmacien qu'il se prend tous les mois. C'est la rémunération dite du travail. Du travail. La rémunération, c'est la rémunération du travail. Les dividendes, c'est la rémunération du capital. C'est notamment la capacité de rembourser l'emprunt. C'est-à-dire que les dividendes, normalement, sont consacrés au remboursement au début de l'endettement. Les 12 premières années. Ce qui explique aussi, quelque part, que quand Joël dit est-ce que ça vaut le coup d'être encore pharmacien quand on gagne entre 30 et 40 000, la réponse est la fermeture d'officine, parce qu'il y a des gens qui laissent tomber parce que ça n'a plus d'intérêt de faire 6 années d'études complexes pour une rémunération comparativement à d'autres professions qui sont nettement plus avec probablement parfois moins de responsabilités, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que au travers de la rémunération d'un professionnel de pharmacie, il y a la responsabilité qui est une responsabilité dans le domaine de la santé, qui est une responsabilité extrêmement lourde. Donc, j'insiste là-dessus. À un moment donné, c'est plus jouable. Entre 30 et 40 000 euros par an, c'est plus jouable. Plus la responsabilité de chef d'entreprise. Marie-Bon, tu as une question à poser. Est-ce que vous pouvez nous préciser la progression en un an, en fait, de la rémunération moyenne? La progression de la rémunération a plutôt évolué, puisque les pharmaciens aussi ont pu s'augmenter avec l'année exceptionnelle de Covid, puisque d'une manière générale, ils ont pu bénéficier de primes de bilan. Donc oui, il y a eu une évolution, mais encore une fois, on est assez prudent. On dit aux pharmaciens que la trésorerie excédentaire qu'il a dégagée, on la conserve pour des années un peu plus difficiles, et puis on la conserve aussi pour réinvestir, soit dans l'humain ou soit dans l'investissement matériel, notamment où c'est le sujet de la digitalisation. Je pense qu'effectivement, il y a un peu d'investissement à faire dans les officines pour pallier ces difficultés de recrutement. Tu as peut-être oui, j'ai le chiffre, voilà, j'ai ouvert le cahier, donc 58 000 en 2020 et 62 000 en 2021. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a eu une très très grosse augmentation. Elle est grosso modo de 56 000, problème de lunettes, 56 000, 62 000. Donc ça fait 6 000 euros, c'est à peu près 10%. 10%. Allez, on avance, il nous reste 2 parties et un quart d'heure pour les traiter. La structure financière et la trésorerie. Alors Philippe, c'est encore à toi. Oui, alors structure financière, vous avez ces chiffres, je ne les commande pas, ils ne changent pas beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que sur la structure financière, on a clairement une amélioration de la situation financière des officines. Ça, c'est un peu mécanique. On l'a dit tout à l'heure, Joël a expliqué, excédent brut d'exploitation qui s'améliore, donc les ratios qui sont les ratios financiers s'améliorent mécaniquement. On a beaucoup moins de pharmaciens qui sont en découvert, et la très très grande majorité, c'est entre guillemets le camembert qui est à gauche. On montre qu'ils n'ont aucun découvert. Et quand on discute avec les principaux financeurs de l'officine, que ce soit des banquiers ou que ce soit des grossistes répartiteurs, le taux d'incident de paiement a très fortement chuté. D'ailleurs, les chiffres qui avaient été publiés en début d'année par Interfimo sur les incidents de paiement montrent que la situation financière s'est bien améliorée, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on était quand même sur des tensions pour un certain nombre d'officines.
Les PGE ont l'air de se rembourser. Il n'y a pas eu tellement de PGE non plus en pharmacie. Ce qu'on constate, c'est la croissance effectivement de la trésorerie qu'on constate de façon tout à fait parallèle sur nos 3 études, avec une croissance de trésorerie qui est tout à fait significative sur les 3 dernières années, et avec un effet boost évidemment sur l'année 2021 pour les raisons qu'on a évoquées et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc cette trésorerie, elle consolide une situation financière des pharmacies pour la grande majorité, mais n'oublions pas qu'il y a les laissés pour compte, à chaque fois on en parle, qui cette année représentent entre 20 et 25% de la population globale. Attention, les moyennes c'est toujours réducteur. Mais effectivement, on peut quand même se réjouir de voir que la trésorerie des officines s'est consolidée sur l'année 2021 de façon tout à fait correcte. Marie, une question ? Ah, elle n'a pas de micro. Alors, attends, on t'en passe à Marie. Que préconisez-vous justement pour utiliser au mieux ce trésor de guerre ? Alors, le mot trésor de guerre est peut-être fort, mais en tout cas, cette trésorerie. Je pense que il faut faire attention parce que, même s'il n'y a pas de nuages aujourd'hui, il peut y en avoir. Et je cite chaque année un petit truc de Pierre Dac pour faire plaisir à Jacques. L'avenir, c'est du passé en préparation. C'est ce que disait Pierre Dac. Et pourquoi je dis ça ? Parce que on a vu quand même que les cycles économiques et sur la pharmacie, des fois les bonnes années, je pense aux années 90 avec le plan Juppé, puis ensuite ce qui s'est passé en 2008 ont souvent eu un impact négatif postérieurement. Donc il faut plutôt être fourmi que cigale, de mon point de vue, mais il ne faut pas forcément être que fourmi. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, quand un pharmacien, aujourd'hui, a un peu plus de trésorerie, a une situation financière à l'aise, ce qui n'a pas été le cas pendant de nombreuses années, il faut quand même bien voir qu'on a été dans la disette entre, regardez les chiffres qu'on publie, entre 2009 et on commence à s'extasier devant un beau chiffre, une augmentation de chiffre d'affaires depuis quasiment 1 ou 2 ans. Quand on a une situation financière qui est meilleure, il faut peut-être avoir une réflexion. Alors, une vision, je ne sais pas si c'est de la stratégie ou pas, mais en tout cas, c'est peut-être l'occasion d'aller voir son banquier. Il faut toujours aller voir son banquier quand on a de l'argent. Et il faut lui demander de l'argent quand on a de l'argent. Et pas faire l'inverse. Il faut emprunter sa trésorerie. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez peut-être réfléchir. La nouvelle convention qui vient d'être signée met en avant, vous le savez tous maintenant, des nouvelles missions, des choses qui vont certainement être concrètes. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans beaucoup d'officines, il y avait un manque de place. Alors, il est criant dans la région parisienne. On est obligé de mettre des barnums pour faire les tests Covid. Bon, il y avait des raisons sanitaires aussi qui peuvent l'expliquer. Mais en tout cas, on voit bien que dans beaucoup d'officines, et pas qu'en région parisienne, on s'aperçoit que les 60-80 mètres carrés, c'est trop juste. Donc, est-ce qu'il ne faut pas regarder, justement, pour prendre un exemple très concret, est-ce que mon voisin à côté, le commerce à côté n'est pas à vendre ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à le racheter pour faire une pharmacie plus grande qui permettra de faire, justement, ces nouvelles missions ? Parce qu'il faut être quand même très, très concret. Si vous voulez faire de la nouvelle mission, si vous voulez faire tout ce que l'on prévoit dans la prévention, dans la nouvelle convention et les futures conventions qu'il y aura, il faut des moyens techniques, il faut des moyens humains, bien sûr, on en parlait, c'était le sujet, ça c'est un vrai problème, je suis conscient, mais il faut aussi avoir de la place. Et donc c'est peut-être l'occasion d'aller réfléchir autour d'un investissement, j'achète un robot, etc. Et vous l'empruntez et vous gardez votre trésorerie. Voilà. Dernier chapitre, et non des moindres, donc on passe au prix de cession. Donc oui. Ça, c'est Joël Lecœur. Oui, juste une remarque sur l'utilisation de la trésorerie. Je pense que jusqu'à maintenant, la pharmacie a privilégié la surface de vente au détriment du back-office. Et là, avec les nouvelles missions, on revient à l'envers. Il va falloir privilégier le back-office au détriment de la surface de vente. Donc c'est peut-être l'occasion, effectivement, de repenser l'organisation de l'officine. Et les pharmaciens qui n'ont pas pu faire le test et autres, c'est surtout lié à des problèmes de locaux non adaptés. Donc je pense qu'il faut réfléchir à adapter ces locaux aux nouvelles missions. Et pour faire la liaison avec les prix de cession, je pense que des officines qui auront une belle surface commerciale, qui auront une valorisation beaucoup plus importante que celles qui bloquent par rapport à un effet de taille.
Alors, on a vu comment le brouillard du Covid rendait parfois l'interprétation des chiffres difficile. Comment faites-vous, vous, les experts comptables, pour intégrer l'effet Covid dans la valorisation des fonds ? Ah, ça, c'est une bonne question. Sur la valorisation du fonds de commerce, on a tendance surtout à raisonner, enfin jusqu'à maintenant, raisonner beaucoup par rapport au chiffre d'affaires. Alors, on l'a vu avec l'activité Covid, le chiffre d'affaires a explosé. Donc déjà, premier élément, c'est de retraiter toute l'activité Covid. Donc à minima, on exclut de la négociation tout le chiffre d'affaires à zéro. Ça, c'est à taux zéro, ouais, hein, le chiffre d'affaires à taux zéro, donc ça c'est à minima. En facile. C'est à minima. Bon, alors l'effet masque et autres, on va dire que dans le temps ça se dilue. Hein. C'est vrai qu'il y a un an, on retraitait aussi la vente des masques. Aujourd'hui, ça a un petit peu disparu. Donc on retraite à minima le taux zéro et en termes de multiples de l'EBE, on va retraiter ce que j'appelle la marge sur coût variable du Covid, c'est-à-dire la marge dégagée par l'activité Covid, diminuée des éventuelles dépenses liées au Covid. Je veux parler de frais de personnel spécifiques, notamment pour faire les tests antigéniques, les étudiants, etc. Et on essaye de retravailler. Donc déjà, à minima, c'est de retraiter. Alors, qu'est-ce qu'on assiste sur 2021, mais encore plus sur 2022 ? C'est une inflation sur les prix de cession. Et là, effectivement, vous voyez qu'on est passé de 82 à 85% pour les sessions réalisées au sein du réseau CGP. Et en multiple de l'EBE, on est passé de 6,78 à 7,10. Donc on voit vraiment une tension inflationniste sur les prix et qui s'accélère sur 2022. Alors pourquoi ? Tout simplement que l'évolution est favorable en termes d'activité. Donc j'ai toujours l'habitude de dire que l'évolution du chiffre d'affaires, c'est le thermomètre du pharmacien. Hein, le chiffre d'affaires évolue, on est bien portant, et donc on voit effectivement une hausse assez significative des prix de cession, même si on retraite le Covid, lié à ce phénomène que l'évolution du chiffre d'affaires est relativement soutenue depuis 2 ans. Et donc j'attire quand même l'attention que tout ça c'est un peu surfait, et que peut y avoir des réveils douloureux. J'assimile, comme le dit Philippe, à des cycles au niveau de l'officine. On a connu la fin des années 80, effectivement avec des hausses de chiffre d'affaires, avec la MDL derrière, on a eu des périodes difficiles, 2006, 2008. Et puis on a l'impression que c'est des cycles de 15 ans, et on arrive à la fin d'un cycle de 15 ans, et je pense que, personnellement, je pense qu'effectivement, il va y avoir des retours de bâton par rapport au prix de cession. D'autant que si dans le même temps, ma masse salariale évolue, mes EBE rediminuent, etc. Et les taux d'intérêt augmentent. Et voilà, absolument. Et les taux d'intérêt. Et l'OAT à 10 ans est passé au-dessus de 2. Voilà, donc aujourd'hui, alors on est très loin des taux d'intérêt qu'on a aux États-Unis, mais effectivement, il y a ce risque-là qui va forcément pénaliser. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle de mon point de vue, parce que je pense que ça va freiner. Je crois que là, on est sur un phénomène de surchauffe. Je suis complètement d'accord avec Joël. Bon, il y a l'euphorie, donc j'ai 65 ans, j'étais pas trop décidé à vendre. Ça y est, bon, c'est le moment, j'y vais. Il y a un phénomène qui joue. Il y a un deuxième phénomène sur lequel il faut qu'on fasse attention aussi, parce qu'on le voit. On a mis en place, et c'est très bien pour aider les jeunes à s'installer, c'est pas une critique, mais il faut qu'on fasse attention. Comme vous le savez, dans votre profession, on dit c'est la dose qui peut être le poison. On solvabilise aujourd'hui un certain nombre de personnes avec les boosters d'apport, ces choses-là. Faut pas qu'on aille trop loin. Parce que effectivement, si vous avez 3 pharmacies à vendre qui sont des pharmacies recherchées, qu'est-ce qui est recherché ? C'est les pharmacies qui font autour de 2 millions d'euros. Si vous avez aucun acquéreur, les prix baissent. Si vous avez 3 acquéreurs qu'on a solvabilisés un tout petit peu mécaniquement, on fait monter les prix. Et là, on va le payer à un moment donné. Donc, c'est bien qu'on aide les jeunes, c'est bien qu'on fasse du booster, qu'on fasse des montages, mais il faut qu'on reste dans la bonne mesure et qu'on reste sur les ratios financiers, sinon on va faire des bêtises. Et Philippe, vous qui êtes à l'interface entre les acquéreurs et les banques, et les vendeurs, pardon, quelle est l'attitude des banques face aux jeunes investisseurs, justement ? La pharmacie est un bon risque. Je veux dire, c'est clair qu'il n'y a aucune banque qui vous dira le contraire. La pharmacie reste un bon risque. Le taux de défaillance est très faible. En plus, les garanties sont très solides. Donc, ça reste quand même pour un banquier un risque tout à fait acceptable.
En plus, aujourd'hui, vous étiez sur des taux d'intérêt qui étaient quasiment, on a emprunté à taux zéro, quoi. Je veux dire, on était il y a encore un an à moins de 1%. C'est vrai que moi, on ne peut pas non plus dire à des jeunes, ne le faites pas, faites-le, parce que c'est vrai que le temps joue pour eux. Vous avez 12 ans à rembourser, puis après, vous êtes propriétaire. Il faut quand même regarder avec attention, et ce que font les banquiers aussi, et ils ont raison de le faire, il faut regarder ce que pourra être l'économie dans 1 ou 2 ans, les problématiques qui sont les problématiques de la démographie médicale, etc. Donc aujourd'hui, il faut être un tout petit peu plus prudent que l'on l'a été auparavant. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que les prix se stabilisent et voire baissent légèrement par rapport, parce qu'ils ne sont pas en relation avec ce phénomène exceptionnel qui est la crise sanitaire, qui est quand même, qu'il faut noter comme étant un phénomène tout à fait exceptionnel. Et il ne faut pas qu'on l'intègre mentalement comme étant quelque chose qui est reproductible. Enfin, on l'espère, parce que la crise sanitaire, ça a été quand même assez barbant. Oui, donc pour revenir sur ce que dit Philippe, effectivement, c'est bien avoir à l'esprit que les boosters d'apport, c'est de l'endettement à rembourser plus tard. C'est-à-dire que, certes, on a l'emprunt bancaire, et l'emprunt bancaire, la banque va prêter par rapport effectivement à la capacité à la pharmacie à rembourser. Donc les banques prêtent sans difficulté les jeunes acquéreurs s'ils sont bien accompagnés. Là, il n'y a aucune difficulté avec des ratios, on va dire, standards. Le surprix peut être financé par les boosters d'apport, sachant que les boosters d'apport, il faudra les rembourser à un moment. Donc c'est de l'endettement qui se rajoute. Hein. On l'a vu, rappelez-vous, 2006-2008, il y a un établissement bancaire qui a commencé à prêter aux pharmacies sur 15 ans. Hein, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 18 mois. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça surenchérit les prix de cession, et on revit un peu le même phénomène aujourd'hui. Alors tant mieux d'aider les jeunes, et on a le souci de pérenniser le réseau, donc de renouveler. Alors tout ça fait que l'étudiant d'aujourd'hui, c'est l'adjoint de demain, mais l'adjoint d'aujourd'hui, c'est une titulaire de demain. Donc est-ce qu'on va pouvoir aussi maintenir cette transmission générationnelle ? Donc c'est aussi un vrai débat au niveau de la profession. Et puis effectivement, il faut que les prix soient raisonnables, et qu'on évite de financiariser la profession, comme on le voit trop dans certaines professions médicales, qui ont été les laboratoires d'analyse médicale, que sont aujourd'hui les vétérinaires, en exemple. Donc effectivement, il faut arriver aussi à ce que la profession garde la maîtrise du maintien de ces prix de cession. Le temps passe très vite, malheureusement, il nous reste plus qu'1 minute. Alors, si vous avez une question, c'est le moment ou jamais. Et puis après, on va conclure, et on aura une pause, et après, on passera au débat. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, veut intervenir. Rapidement, s'il te plaît. Oui, 1 minute. C'est pas une question, c'est un commentaire, parce que les réactions de la salle et puis votre intervention montrent quel est l'état de la pharmacie aujourd'hui. L'état de la pharmacie aujourd'hui, elle a été très mobilisée pendant la crise. Vous avez très synthétisé ça dans les chiffres. On a donc une profession qui est économiquement va bien. Modulo 20% de la profession qui ne va pas bien du tout et dont il faut s'occuper. Nous surfons sur pas mal de choses qui doivent être vues de façon vraiment... il faut être très attentif à tout. Nous avons une crainte de l'avenir des titulaires, en fonction qui ne savent pas de quoi va être fait 2023. Nous avons des salariés et des équipes officinales qui méritaient des revalorisations, mais qui doivent être également pondérées par la capacité à faire. Donc, nous sommes dans cette situation-là. Vraiment, moi, j'attends l'année prochaine, 2023. Il faut bien que tout le monde se mette en tête que la négociation conventionnelle dont Pierre-Olivier a parlé tout à l'heure, elle se fera à la fin de l'année 2023. Nous saurons qu'est-ce qui s'est passé dans le premier semestre 23 post-crise Covid. 2022 va être encore meilleur que 2021. Ils ne l'ont pas dit, mais moi je vous le dis. Si on voit les chiffres du premier semestre, effectivement. Oui, c'est sûr. Mais par contre, 2023, on saura quelle est la réalité. Le nuage sera retombé, on saura quelle est la réalité de l'activité de l'officine. Il faut donc s'emparer des missions de la nouvelle convention pour que nous, on puisse voir la trajectoire
Vraiment, ce premier semestre est essentiel. Et la réunion de l'année prochaine, dont j'espère que tu nous fais la même chose l'année prochaine, hein, mais oui. la réunion de l'année prochaine, elle sera cruciale parce que on pourra voir, et on va vous demander d'avoir un focus premier semestre 2023 pour pouvoir aborder les négociations conventionnelles, non pas sur 2022-2021, mais comme l'a dit la ministre, et je viens à terminer par là, sur la réalité de ce que fait l'officine, qui est la délivrance du médicament en premier chef, et donc la prévention que nous allons aborder maintenant avec cette nouvelle convention. Eh bien, merci Philippe pour cette intervention en guise de conclusion. On a respecté le timing, c'est formidable. Merci beaucoup messieurs les 3 experts comptables pour votre présentation brillante. Des applaudissements bien mérités. Et maintenant, je vous propose à tous une pause à côté, dans la salle à côté, et on se retrouve ici à 10h45 précise pour le débat sur le numérique en officine, la révolution numérique.